Tac. Patientez 2 petites minutes. Ok. Eh bien, bonjour à toutes et tous. Il est 13 heures. Nous allons pouvoir commencer notre webinaire relatif aux droits et démarches pour les enfants TSA. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Danielle Langlois, que je remercie pour sa présence. Donc, Danielle Langlois, présidente d'Autisme France, qui viendra nous présenter cette grande thématique donc, relative à l'autisme et aux droits des enfants TSA. Durant le webinaire, donc, qui durera 1h30, vous pourrez poser vos questions via l'onglet QR et non pas via le chat. Voilà, utilisez bien l'onglet QR. Le chat est plutôt fermé pendant le webinaire pour éviter voilà, tout bruit pendant la présentation. Nous ne pourrons malheureusement pas répondre à des situations d'ordre personnel lors des questions en fin de webinaire, mais n'hésitez pas à utiliser l'adresse mail qui figure sur l'invitation envoyée par Zoom, donc qui est n.bonnet@gncra.fr. On va vous la replacer si besoin. Donc voilà, et pour poser vos questions d'ordre plus personnel, et nous ne manquerons pas d'y répondre au maximum avec Daniel à l'issue, voilà, dans les prochains jours relatifs au webinaire. Voilà, que vous dire de plus? Donc, ce webinaire sera disponible en replay sur le campus du GNCRA avec le support d'ici fin de semaine, début de semaine prochaine. Et puis, je vais désormais laisser la parole à Daniel, que je remercie une fois encore pour sa présence, et je vous souhaite un très bon webinaire. Merci, Daniel. Merci au GNCRA d'avoir eu l'idée de ce webinaire. Je pense qu'il reste encore beaucoup d'interrogations pour les familles sur la manière de faire valoir leurs droits. Déjà, de connaître leurs droits, tellement c'est compliqué. Et surtout, pas toujours présentés au même endroit, donc ce qui complique beaucoup la tâche des familles. Alors, j'ai essayé de manière pas très, pas très aisée de séparer d'un côté le rappel des différents droits dont peuvent bénéficier les enfants et leurs familles, et puis de mettre à la fin, dans une deuxième partie, les démarches MDPH. J'ai conscience que c'est un peu formel, parce que dans les démarches MDPH, il y en a qui concernent la scolarisation et qui auraient tout aussi bien pu se trouver dans la partie droit à la scolarisation. Bon, c'est un choix que j'ai fait un peu discutable, je vous l'accorde, mais qui me permettait, moi, de mieux classer ce que j'avais à écrire. Le PowerPoint que vous avez là sera complété pour que vous puissiez avoir d'autres renseignements plus précis, plus concrets. Là, je ne pouvais pas plus l'étoffer pour ne pas dépasser le temps qui m'était imparti. Donc, j'ai d'abord mis le rappel du droit au diagnostic, le droit à des interventions éducatives avec le texte clé que vous verrez, le droit à la scolarisation, parce que c'est un droit fondamental pour les enfants, de la maternelle à l'université, puisque les enfants dans le champ du handicap, ça s'arrête à 20 ans, de manière un peu bizarre. Le droit à la formation professionnelle, c'est peu développé parce que là aussi, c'est extrêmement compliqué et pas mis en œuvre. Et puis donc, j'ai mis à part les démarches MDPH, l'essentiel des démarches MDPH. Là encore, il y a beaucoup de liens auxquels vous pouvez vous référer pour mieux connaître les textes réglementaires dans les différentes démarches MDPH que vous pouvez entreprendre. Alors, d'abord, le droit au diagnostic. Contrairement à ce que certains essayent de nous faire croire, le diagnostic, c'est un droit. Accéder au diagnostic, c'est un droit. Donc, c'est rappelé dans la loi du 4 mars 2002 et le Code de santé publique. Vous avez l'article. Cet article est très important. C'est très important de bien le connaître parce que ça permet de comprendre ce que vous recevez en retour des professionnels médicaux qui doivent normalement assurer
le diagnostic de votre enfant et le suivi après de votre enfant. Donc, par exemple, c'est écrit que les enfants ont le droit de recevoir les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l'efficacité est reconnue. Certains reconnaîtront quelques charlatans au passage dont l'efficacité des thérapeutiques n'est pas du tout reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire au regard des connaissances médicales avérées. Toute personne a le droit de recevoir des soins visant à soulager sa douleur. Ça aussi, c'est essentiel dans le champ de l'autisme, où beaucoup d'enfants n'ont pas les moyens d'expliquer qu'ils souffrent. Ce n'est pas pour autant qu'il faut négliger cet aspect essentiel de l'accès aux soins pour les enfants autistes. En ce qui concerne le diagnostic, hein, il y a aussi un article explicite du Code de santé publique. Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s'aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées, et s'il y a lieu de concours appropriés. Si le médecin ne se sent pas compétent, il a le droit de dire qu'il ne se sent pas compétent, mais il doit pouvoir s'appuyer sur d'autres médecins ou d'autres professionnels de santé qui, eux, peuvent compléter ce que lui a repéré et qui ne lui suffit pas pour poser un diagnostic. Le diagnostic d'autisme doit être posé selon le DSM-5 et la CIM-11, conformément aux recommandations diagnostiques de la Haute Autorité de Santé de 2018. Le texte est en ligne. Vous pouvez le lire sous différentes formes, en entier, bien sûr, avec l'argumentaire, mais aussi de manière synthétique. Tout médecin peut poser un diagnostic, c'est une question qui nous est souvent posée, mais il doit s'entourer des concours appropriés ou être un spécialiste. Voilà, on ne peut pas poser un diagnostic si on ne connaît rien au sujet. C'est quand même difficilement concevable. Cela dit, tout médecin peut remplir le certificat médical demandé par la MDPH parce que le médecin en question, qui peut être le médecin de famille, il peut tout à fait s'entourer des professionnels, des bilans par exemple, d'autres professionnels, et de cette façon-là remplir de manière convenable le certificat médical demandé par la MDPH ou d'autres documents, parce que vous verrez que parfois il faut compléter ce certificat médical. Il existe des consultations dédiées aux enfants avec un trouble du spectre de l'autisme qui sont peu connues des médecins et surtout compliquées à mettre en œuvre, en particulier la deuxième. La première, c'est pas très compliqué. C'est une consultation qui s'appelle consultation annuelle de suivi et de la coordination de la prise en charge d'un enfant autiste. Si vous avez un médecin qui se sent le courage et la compétence de le faire, ben, il peut se faire payer de manière spécifique pour cette consultation hein, qui a un codage très particulier, donc qui permet l'examen somatique, un examen sensoriel et puis une évaluation du comportement et de la relation de l'enfant. Et le médecin, lui, normalement, devrait réévaluer et coordonner la prise en charge avec les autres professionnels de santé, sauf qu'en général, il n'a pas les moyens de le faire, il n'a pas le temps de le faire, et malheureusement, très souvent, il n'a pas non plus les compétences de le faire. Mais s'il y en avait un, ça pourrait être sa mission, et cette mission, elle est reconnue dans le codage des consultations spécifiques à l'autisme. Il y en a une deuxième, qui celle-là est une consultation de repérage et de diagnostic des troubles du spectre de l'autisme. Donc c'est une consultation complexe qui est cotée 60 euros. Donc c'est un généraliste qui peut la faire ou un pédiatre, mais qui doit être formé au repérage des signes d'alerte, évidemment, qui sont explicités dans le texte. Par exemple, l'inquiétude des parents concernant le développement de l'enfant, notamment en termes de communication sociale et de langage, la régression des habiletés langagières ou relationnelles, l'absence de babillage, de pointage à distance, etc. Donc tout ça est prévu dans cette consultation. Il y a même une liste de tests qu'on peut utiliser et c'est là que ça se complique pour les médecins en question parce qu'ils ne sont pas formés à ces tests-là. Donc souvent, ils ont le réflexe de se retourner vers des psychologues, par exemple, qu'ils peuvent connaître, ou de demander à des associations hein, s'il y a des psychologues qui connaissent ces tests, pour se faire aider. Certains essayent de jouer le jeu, c'est bien, mais ils auront besoin d'aide technique, en particulier hein, pour l'utilisation des tests qu'on peut mettre en œuvre dans le cadre des bilans avant le diagnostic, parce qu'un médecin n'a pas la formation par lui-même nécessaires hein, pour pouvoir les mettre en œuvre. Diapo suivante. C'est aussi une question qu'on nous pose très souvent. Est-ce que l'ALD, l'affection de longue durée, c'est
accessible quand on a un enfant autiste? La réponse est oui. Il y a 30 ALD. L'ALD 23, c'est affection psychiatrique de longue durée. Donc, c'est une ALD générique où il y a à l'intérieur toutes sortes d'affections psychiatriques de longue durée. Le problème, c'est que ce n'est pas conforme à la CIM 11, puisque la liste publique, hein, qui se trouve sur le site du ministère de la Santé, euh, donne des diagnostics selon la liste et les critères de la CIM 10. Donc, c'est très en retard par rapport à ce que maintenant on doit mettre en œuvre, ne serait-ce que pour se mettre aux normes par rapport aux recommandations diagnostiques de la Haute Autorité de Santé. Donc, voilà ce que ça donne. Hein, le petit A, bah, c'est les psychoses. Bon, tant qu'on n'y met pas l'autisme, on n'a rien à dire. Le petit B, c'est les troubles de l'humeur, donc les troubles bipolaires, par exemple, les troubles dépressifs récurrents. Mais là encore, il faut que ce soit persistant sur une période longue, sinon ça ne rentre pas dans la LD. Diapo suivante. Voilà. Et puis alors le petit C, c'est là que on peut éventuellement mettre l'autisme. Les déficiences intellectuelles, bon, bah, déficience intellectuelle, c'est pas terrible, et les troubles graves du développement durant l'enfance. Alors c'est une rubrique dans laquelle il y a, là encore, toutes sortes de possibilités de mettre un certain nombre de troubles. Donc les troubles du développement retenus débutent dans la première ou la deuxième enfance, ça c'est le jargon des pédiatres. La première enfance, c'est jusqu'à 2 ans, et la deuxième enfance, c'est après. Et concernent des fonctions liées à la maturation biologique du système nerveux central, ça c'est bien dit. C'est même le seul aspect bien écrit de ce document qui par ailleurs est totalement obsolète, mais ça au moins c'est bien vu. Avec une évolution continue sans rémission, alors dedans vous trouvez l'autisme infantile. C'est ce qu'il y avait dans la CIM-10. Nous savons maintenant que l'autisme, ce n'est pas que infantile. Et bien sûr, là, ça n'a pas suivi, puisque vous avez encore l'ancienne classification de la CIM-10. C'est bien regrettable, mais au moins, on peut y faire rentrer l'autisme. L'intérêt, c'est de pouvoir faire aussi de l'épidémiologie. L'ancienne secrétaire générale de la délégation autisme aurait bien voulu que tous les enfants autistes puissent être repérés par ce biais-là parce qu'ils avaient une ALD. Le problème, c'est que souvent, bah, il n'y a pas d'ALD. Donc, c'est un problème pour essayer de les repérer. Vous avez aussi troubles envahissants du développement, ancienne terminologie hein, pour troubles du spectre de l'autisme. Vous voyez, ce n'est pas à jour, mais au moins, on peut y faire entrer l'autisme. Le reste ne nous concerne pas, sauf à la fin, vous aurez relevé les disharmonies évolutives graves de l'enfance, vocabulaire psychanalytique, bien connu, qui figure encore là dans la liste des affections psychiatriques de longue durée où on peut mettre l'autisme. La prise en charge de l'autisme en ALD, donc, faut la demander. Elle ouvre un certain nombre de droits, comme des soins mieux remboursés, c'est-à-dire que la prise en charge est à 100% du montant remboursable par l'assurance maladie. La prise en charge des frais de transport, sous certaines conditions, c'est de plus en plus compliqué, hein, je n'hésite pas à le dire. Et pour l'accès aux professionnels remboursables uniquement. Donc il faut bien faire attention que ça ne couvre pas, par exemple, quand certains professionnels vous demandent des compléments, ça n'est pas possible. Et puis ça, surtout, ça ne fonctionne pas quand les professionnels ne sont pas remboursables. Donc les psychologues ne sont pas remboursables, les psychomotriciens ne sont pas remboursables, les ergothérapeutes ne sont pas remboursables. Et donc les frais de transport pour se rendre chez ces professionnels-là hein, ne sont pas remboursables non plus. Donc il faut faire très attention à ça, c'est une question qu'on nous pose sans arrêt. Avoir l'ALD, ça ouvre certains droits, mais dans la limite de ce qui est remboursable par la sécurité sociale et rien d'autre. Après, dans la demande d'ALD faite par le médecin, ça peut servir de mettre que l'enfant a besoin d'un psychomotricien ou d'un ergothérapeute ou d'une psychologue, parce que ça peut étayer après le dossier auprès de la CPAM, par exemple, si on veut demander une aide complémentaire, parce que ce n'est pas remboursé. On peut toujours solliciter l'aide exceptionnelle de la CPAM, mais c'est sans garantie. Hein. Mais c'est vrai que ça porte plus si on demande une aide exceptionnelle, si ça a pu être mis dans le cadre du certificat médical pour demander l'ALD, hein, que en complément de ce qui est remboursable, il y a des professionnels indispensables aux interventions nécessitées par les besoins de cet enfant. Même chose pour la mutuelle qui peut aussi aider ponctuellement. Hein. Ne pensez pas que la CEPAM ou la mutuelle elle va vous payer tous les frais d'ergothérapeute ou de psychomotricien ou de psychologue.
tout au long de l'année ou pendant plusieurs années. Hein. Ça ne fonctionne absolument pas comme ça. Le reste, l'autre possibilité, c'est bien sûr d'inscrire tous les professionnels dont on a besoin et les frais qui vont avec, dont il faut garder soigneusement tous les justificatifs dans la demande d'AEH. C'est bien la seule solution concrète hein, qui existe pour les familles dont on est sûr qu'elles fonctionnent relativement bien. Pas partout de la même façon, mais relativement bien. Le droit à des interventions éducatives, c'est un autre droit fondamental. La référence est un article très ancien. Sa première version date de 1996. En fait, c'était une loi avec un article unique, dite loi Chaussy. Et cette loi a permis de faire rentrer l'autisme dans le champ du handicap, ce qui n'était pas le cas avant. Ça relevait uniquement de la santé et de la psychiatrie. Ça a été une avancée fondamentale. Donc cette loi Chaussy a disparu en tant que telle. Elle est devenue un article du Code de l'action sociale et des familles. Donc, tous les parents qui connaissent bien l'autisme et tous les professionnels qui connaissent bien l'autisme et tous les avocats qui connaissent bien l'autisme connaissent par cœur l'article L 246.1 du Code de l'action sociale et des familles. Toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique, alors c'est Guillot, hein, syndrome autistique, ça ne se dit plus, et des troubles qui lui sont apparentés, bénéficie, quel que soit son âge, c'est à vie, d'une prise en charge pluridisciplinaire, très important, pluridisciplinaire, qui tient compte de ses besoins et difficultés spécifiques, ce qui suppose qu'en amont, on a évalué ses besoins et qu'on a su décrire les difficultés spécifiques. Adapté à l'état et à l'âge de la personne, un enfant et un adulte, ce n'est pas pareil. Cette prise en charge peut être d'ordre éducatif, on commence par là, c'est un droit fondamental, le droit à l'éducation. Pédagogique, ben, on a le droit d'aller en classe, c'est un droit fondamental. Thérapeutique, c'est limité parce qu'on ne soigne pas l'autisme. Et social, parce qu'on a vocation, quand on est autiste, à vivre aussi au milieu des autres, avec les mêmes droits que les autres. Donc, comme j'ai mis en dessous, la formulation est dépassée, on ne dit plus comme ça, mais l'article reste notre référence. Et quand il y a des recours contre l'État, c'est cet article-là qu'on invoque systématiquement parce qu'il permet aux personnes autistes, quel que soit leur âge, de faire valoir qu'ils doivent pouvoir accéder, quelle qu'en soit la forme, hein, à une prise en charge pluridisciplinaire adaptée à ses besoins et à ses difficultés. C'est un acquis fondamental dont il faut toujours se souvenir parce que c'est l'article de base. On nous pose aussi souvent le problème des recommandations de bonnes pratiques. Qu'est-ce qu'on en fait? Les parents souvent les connaissent, parfois même les connaissent très bien, mais comment on les utilise? La recommandation pour les enfants, elle date de 2012, celle qui est toujours en vigueur. Elle est en cours de refonte, donc il y en aura une nouvelle version sans doute début 2026. Pour le moment, ce qui existe, c'est la lettre de cadrage de cette nouvelle recommandation autisme qui est en cours de rédaction. Et la lettre de cadrage donc, figure sur le site de la Haute Autorité de Santé. Je vous ai mis le lien. En fait, l'objectif, hein, c'est surtout d'actualiser la précédente parce qu'il s'est passé 12 ans et qu'il y a de nouvelles études et surtout de nouveaux droits aussi qui ont été acquis par les enfants, surtout pour la scolarisation. L'aspect scolarisation laissait vraiment à désirer dans la recommandation de 2012, hein, qui était très pauvre sur ce plan-là et qui surtout réservait la scolarisation aux enfants qui n'avaient pas de difficultés d'apprentissage. On est quand même largement sorti de là depuis 2012. On y parle comme en 2012 dans la nouvelle qui sortira. Elle s'appelle, comme vous avez vu, Intervention et parcours de vie de l'enfant et de l'adolescent. Donc c'est intervention comme en 2012, c'est pas soin. Voilà, on n'est pas dans le domaine du soin. On ne soigne pas l'enfant autiste. On pouvait les soigner, ça se saurait. Donc nous avons tous veillé, tous ceux qui avaient participé à la recommandation de 2012, hein, à ce qu'on choisisse le mot intervention. Accessoirement, quand on intervient, on fait quelque chose. On ne reste pas sans rien faire. On nous demande tout le temps ce qu'il en est de l'opposabilité des recommandations de bonne pratique. Je ne peux que citer la Haute Autorité de Santé. La Haute Autorité de Santé ne produit pas par elle-même de recommandations opposables. Elle n'en a pas le droit, c'est une instance scientifique indépendante. Donc elle n'a pas le droit de rendre opposables par elle-même ses propres recommandations. Ça lui est interdit. Mais petit à petit, elles deviennent opposables parce qu'on les retrouve dans des décrets, des instructions, dans les cahiers des charges, des appels à projets des agences régionales de santé. Par exemple, l'instruction sur les plateformes de coordination d'orientation
fait référence explicite à l'obligation de respecter les recommandations. Le décret du 29 février 2024 sur le projet d'établissement des établissements sociaux et médico-sociaux rend obligatoire le respect des recommandations de bonne pratique. Pareil pour les cahiers des charges, des UMA, des UEA. Donc petit à petit, bien que par elle-même, la HS ne produise pas de recommandations opposables, les recommandations deviennent opposables dans la législation et dans les pratiques des agences régionales de santé. Après, ça ne garantit pas que les agences régionales de santé vérifient qu'elles soient bien appliquées dans les établissements et services médico-sociaux. Ça, c'est un autre problème. Le droit à la scolarisation de la maternelle à l'université, encore un droit fondamental, appuyé sur un texte fondamental que, là aussi, les familles doivent bien connaître. C'est l'article L112-2 du Code de l'éducation. C'est cet article-là que les avocats utilisent systématiquement chaque fois qu'il y a méconnaissance des droits à la scolarisation d'un enfant. On revient tout le temps à cet article de fond, dont il faut vraiment connaître le contenu parce que c'est celui qui vous servira toujours chaque fois que vous verrez les droits de votre enfant menacés pour une raison ou pour une autre. Afin que lui soit assuré un parcours de formation adapté. Chaque enfant, alors c'est valable aussi pour les adultes, a droit à une évaluation de ses compétences, de ses besoins et des mesures mises en œuvre dans le cadre de ce parcours. L'évaluation des compétences des besoins étant absolument fondamentale. Cette évaluation est réalisée par l'équipe pluridisciplinaire, donc c'est celle de la MDPH, l'équipe pluridisciplinaire d'évaluation de la MDPH. Les parents ou le représentant légal de l'enfant sont obligatoirement... Ah non, c'est pas... Pardon, je me suis trompée. Quand ils sont obligatoirement invités à s'exprimer à cette occasion, alors vous verrez qu'ils ont le droit d'être présents en CDAPH hein, s'ils le sollicitent. Ils peuvent aussi demander à être présents à l'équipe pluridisciplinaire d'évaluation. Et là où ils sont obligatoirement présents, c'est dans le cadre de l'équipe de suivi de la scolarisation. Là encore, hein, il y a des parents qui se font, qu'on n'invite pas à respecter leur droit fondamental à être présents à l'équipe de suivi de scolarisation. En fonction des résultats de l'évaluation, il est proposé à chaque enfant, adolescent ou jeune adulte, un parcours de formation qui fait l'objet d'un projet personnalisé de scolarisation. La difficulté, c'est que les MDPH devraient produire systématiquement ce projet personnalisé de scolarisation, PPS dans le jargon, et que beaucoup de MDPH, si j'ai bien compris, une majorité de MDPH, ce qui fait quand même beaucoup, eh ben, ne le font pas. Donc vous avez parfaitement le droit hein, de demander à la MDPH de bien vouloir faire son travail, puisque son travail est inscrit dans l'article L112.2 du Code de l'éducation et que donc c'est la loi. Le projet personnalisé de scolarisation constitue un élément du plan de compensation. Donc, c'est officiel. Ce qui est important, c'est que c'est le seul document opposable. Donc, il faut vraiment faire rédiger le PPS et y mettre à l'intérieur tout ce dont vous avez besoin pour l'enfant, parce que ce document est opposable à chacun. Et c'est le seul document qui soit juridiquement opposable. Par exemple, pour les modalités de déroulement de la scolarisation. Un enfant a le droit d'être inscrit dans l'école la plus proche de son domicile, qui constitue son établissement de référence. C'est toujours la loi. Bien que certains essayent de nous faire croire le contraire, hein, que voilà, on disparaît de l'école quand on est dans un établissement médico-social, par exemple. Ben non, ce n'est pas la loi. Diapo suivante. On nous pose aussi souvent la question des transports scolaires. Alors là, les transports scolaires relèvent du code des transports. Donc c'est encore un autre code. Comme vous voyez, c'est très compliqué. Il faut jongler en permanence entre le code de l'action sociale et des familles, le code de l'éducation, et là, pour les transports scolaires, le code des transports. Le code des transports, en ce qui concerne les frais de déplacement exposés par les élèves handicapés, est très clair. Ce n'est pas la MDPH, contrairement à ce que certaines MDPH veulent nous faire croire, qui décide hein, si on peut avoir droit à des frais de déplacement pour les élèves handicapés. Cela relève du conseil départemental. C'était bien expliqué. Il faut un certificat médical pour saisir le conseil départemental et son service des transports des enfants handicapés. Expliquer la gravité du handicap et surtout l'impossibilité pour l'enfant d'utiliser les moyens de transport en commun. C'est sur ce certificat médical-là hein, que sera après évaluée la possibilité de financer des frais de déplacement pour les enfants ou de rembourser aux familles les frais de déplacement en question. Les aménagements aux examens, ils sont nombreux.
très variable en fonction des difficultés de l'enfant, des troubles spécifiques. Alors, je vous ai mis pour le diplôme national du brevet. Pour le bac, je n'ai mis que pour les langues vivantes, mais je mettrai dans le PowerPoint final un document plus général sur l'ensemble des aménagements possibles pour le bac. C'est très compliqué, en particulier pour les enfants autistes, hein, tout au long de leur parcours. Euh, pour le bac, bon, il y a eu des demandes spécifiques de familles, par exemple, qui, pour finir, ont été acceptées à un endroit, pas à un autre. Enfin, vraiment, c'est très compliqué. Les aménagements existent aussi à l'université, pareil, sur le site monparcourshandicap.gouv.fr, qui souvent est bien fait. Ce n'est pas toujours le mieux fait, mais c'est quand même un site souvent extrêmement bien fait. Vous avez résumé donc toutes les possibilités dans le cadre des études supérieures de demander des aménagements dans le cadre des examens et concours. Là encore, il y a des règles. Enfin, ce n'est pas forcément simple de rédiger les dossiers nécessaires, mais ces aménagements sont possibles. Il ne faut pas hésiter à les demander et à argumenter pour les avoir. Diapo suivante. Le droit à la formation professionnelle, alors, cela concerne les adolescents qui n'ont plus rien entre 16 et 18 ans. Donc c'est une obligation. Là aussi, il y a un texte réglementaire. Une obligation de formation pour cette tranche d'âge. Il n'existe pas grand-chose pour l'autisme parce que, comme beaucoup de parents le savent, souvent à 16 ans, l'adolescent, eh bien, il est dehors, exclu du système scolaire qui n'a plus rien à lui proposer, en particulier s'il a des problèmes sévères, mais pas seulement. Donc ça reste encore très compliqué pour les familles. Pour les 16-25 ans, il existe ce qui s'appelle les missions locales qui maintenant sont rattachées à France Travail et qui doivent normalement essayer de répondre aux problèmes des adolescents et jeunes adultes qui se retrouvent sans aucune espèce de formation, sans diplôme et donc en grande difficulté pour accéder à une insertion professionnelle. Le problème de ces missions locales, c'est qu'elles ne sont pas spécialement formées à l'autisme, bien entendu. Il y a eu une ébauche à un moment donné, je n'ai pas vu la suite. Donc, tant qu'on n'a pas les professionnels formés, évidemment, c'est compliqué. Diapo suivante. Alors, contentieux avec l'éducation nationale, alors ça aurait pu être figuré avec les AESH, mais comme c'était avec l'éducation nationale, je l'ai mis là, mais bon, c'est très contestable. Donc, ce qui arrive régulièrement, c'est qu'il n'y ait pas d'AESH ou que le nombre d'heures notifiées par la MDPH ne soit pas respecté, qu'il en manque la moitié ou même 3 heures sur 18. Enfin bon, peu importe. C'est une notification qui n'est pas respectée. S'il n'y a pas d'AESH et que l'enfant est déscolarisé, diapo précédente, il faut saisir la direction académique de l'éducation nationale pour faire respecter le droit, ou bien faire ce qu'on appelle un référé conservatoire, qui s'appelle aussi un référé mesure utile. Donc vous avez le lien sur le site servicepublic.fr, qui est aussi particulièrement bien fait, qui vous explique comment vous pouvez faire pour mettre en œuvre ce référé liberté. C'est mieux d'avoir un avocat dans ce cas-là, parce que ce sont quand même des démarches un peu complexes si on n'a pas l'habitude. Si la notification d'AESH individuel n'est pas respectée, il faut faire une mise en demeure au DAZEN, hein, qui aura, lui, 2 mois pour répondre. Voilà, ou saisir le tribunal directement par un référé mesure utile. Il y a 2 manières de se battre contre le fait que vous n'avez pas obtenu de manière concrète ce pourquoi vous vous êtes battu et ce pourquoi vous avez une notification. Très souvent, les AESH manquent, mais ça, ce n'est pas votre problème, c'est celui de l'éducation nationale. L'AESH ne doit s'occuper que de l'enfant qui a une notification d'AESH individuelle, bien entendu. Ça aussi, c'est une règle. Très souvent, les parents se plaignent en disant que leur AESH est aussi à cheval à s'occuper d'autres enfants. Ben non, c'est parfaitement illégal. L'AESH individuel, le principe, c'est que l'AESH est pour l'enfant, exclusivement pour l'enfant. Pour tout le temps qui a été notifié, bien sûr, parce que l'AESH peut très bien s'occuper de 2 enfants s'il y a 2 notifications d'AESH individuelles, par exemple 2 fois 12 heures. Mais ça, c'est un autre problème. La cantine a aussi un problème redoutable. Il y a maintenant une loi du 27 mai 2024 qui a remis à la charge de l'éducation nationale, enfin de l'État plus exactement, l'accompagnement humain des élèves en situation de handicap durant le temps de pause méridienne. Le problème, c'est que l'éducation nationale
a eu le toupet de sortir une note de service dont vous avez le lien en bas, qui précise les modalités opérationnelles de sa mise en œuvre pour l'année scolaire 2024-2025. Et qu'on y trouve, par exemple, que l'éducation nationale a le droit d'estimer que l'AESH mutualisé, ça conviendra mieux pour la cantine, et que l'AESH individuel, c'est uniquement pour les temps scolaires. Ben, c'est totalement faux. Je veux dire, il n'y a aucun texte qui permet d'interpréter de cette façon la notification d'AESH individuel dans la mesure où vous l'avez fait mettre dans la notification MDPH qu'elle concernait aussi le temps de la pause méridienne. Donc s'il y a des contentieux, bah, l'éducation nationale elle perdra automatiquement, puisque une note de service n'a quand même pas vocation à aller contre une loi et à modifier la loi en l'interprétant à sa sauce. Donc la mairie doit faire une demande de convention avec l'éducation nationale pour que l'éducation nationale mette à disposition l'AESH sur le temps de cantine. Nous ont été remontées de très grandes difficultés à la rentrée, où la nouvelle loi n'a pas été mise en œuvre à temps et où des enfants se sont retrouvés sans personne sur le temps de pause méridienne. Il y a même des mairies qui ont anticipé en continuant à financer le temps de pause méridienne, le temps que l'État allait bien faire son travail. Mais c'est quand même difficilement supportable. Il est important d'avoir accès à la jurisprudence sur les différents recours menés par les familles. Alors, il y en a de tous ordres, en particulier quand on porte plainte contre l'État pour absence de réponse éducative. Alors, il y en a sur le site du Défenseur des droits, il y en a aussi sur le site d'Autisme France, des jurisprudences. Et il y en a aussi beaucoup sur un groupe Facebook qui s'appelle Info Droit Handicap, où il y a aussi de nombreuses jurisprudences. C'est important, en particulier pour les avocats qui vont après monter au créneau pour vous défendre, de pouvoir s'appuyer sur les jurisprudences existantes. Elles ne sont pas répertoriées en totalité nulle part parce que c'est très compliqué. Il faudrait faire que ça, de la veille systématique. Mais c'est important de les connaître. Les démarches MDPH. Alors, au sein de la MDPH, il y a deux instances différentes, l'équipe pluridisciplinaire d'évaluation et puis après la CDAPH. Donc, l'équipe pluridisciplinaire d'évaluation, comme son nom l'indique, elle procède à l'évaluation des besoins de l'enfant et propose un plan de compensation qui doit vous être transmis pour avis. C'est le PPC dans lequel il doit y avoir une entrée PPS, qui n'est jamais qu'un morceau du plan de compensation. Durant l'instruction, vous pouvez demander à être entendu par cette équipe dans le cadre de l'article L146.8, donc c'est votre droit. Mais l'équipe pluridisciplinaire d'évaluation a aussi le droit de vous contacter pour demander des précisions, des documents supplémentaires. Et elle peut demander tous les documents qui lui semblent bons, parce que parfois, on nous alerte en nous disant, voilà, on nous a demandé des tests psychométriques, c'est coûteux, c'est difficile de répondre à l'équipe pluridisciplinaire d'évaluation, vous n'avez pas le droit de demander tel ou tel document, puisque la loi l'autorise à demander tous les documents dont elle a besoin pour apprécier les besoins de l'enfant. Après, ce qui en sort, le plan personnalisé de compensation doit vous être soumis pour avis. Et une fois que votre avis a été retourné, il est soumis à la CDAPH qui prend la décision de compensation. Vous devez être convoqué à la séance de la commission qui traite votre dossier, sauf que dans la réalité, c'est rarement le cas. Là encore, vous pouvez user de l'article L241-30 qui garantit votre droit, sauf si vous avez coché procédure simplifiée, auquel cas vous n'êtes jamais contacté pour participer à la CDAPH. Il faut toujours avoir, c'est dans les documents indispensables, je ne les ai pas mis, les documents indispensables, parce que ça se trouve très facilement, un certificat médical de moins d'1 an. On a progressivement gagné, parce qu'au début c'était moins de 3 mois, après moins de 6 mois. Bon, maintenant c'est moins d'1 an. Ça reste encore beaucoup trop, compte tenu que quand on est autiste, on l'est à vie. Mais bon, c'est la réglementation pour le moment, il faut faire avec. C'est ce certificat médical qui va vous servir pour les différentes demandes, carte d'invalidité, AESH, orientation vers un établissement ou service, AEH. Pour obtenir la carte d'invalidité, là, ça se complique. Le certificat médical doit s'appuyer sur le guide barème. Je vous ai mis le texte en dessous, c'est l'annexe 2.4 du Code de l'action sociale et des familles, familièrement appelé guide barème. Alors, deux mots d'explication, il faudrait en mettre plus en fait, mais bon, comme ça vous avez un peu l'essentiel. Comment on fait pour exploiter le guide barème et surtout aider son médecin à remplir le certificat médical pour qu'il puisse rentrer dans le cadre du guide barème. Beaucoup de parents ne connaissent pas le guide barème et donc font des demandes
sans s'appuyer sur ce guide barème, automatiquement, vous n'aurez pas ce que vous avez demandé, surtout si vous avez demandé à ce que le taux d'incapacité de l'enfant reconnu soit de 80%. Les deux premières parties, les autres concernent des problèmes somatiques, les deux premières parties du guide barème concernent ce qui s'appelle déficience intellectuelle et difficultés de comportement, qui ne veut pas dire grand-chose. Enfin, c'est comme ça. C'est un document très ancien, pas du tout adapté à l'autisme. Donc, faut faire avec. Et la partie 2 s'appelle déficient du psychisme. C'est tout aussi obscur. Qu'est-ce que c'est qu'une déficience du psychisme? Je ne pourrais pas vous l'expliquer vu que je ne le sais pas moi-même. Ce qui est très important, c'est le préambule du guide barème, sur lequel il faut vraiment vous appuyer quand le médecin va rédiger avec votre aide le certificat médical. Pour avoir un taux d'au moins 80%, voilà à quoi cela correspond. Des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il faut donc le prouver. Vous devez montrer, pas avec le diagnostic simplement, mais en montrant dans la vie quotidienne les répercussions majeures tout au long de la scolarisation, de la vie à la maison, etc., du trouble en question et l'atteinte grave de l'autonomie individuelle. C'est comme ça qu'on obtient le taux d'au moins 80%. Ce qui est très important, c'est la suite. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne vis-à-vis d'elle-même dans la vie quotidienne. Et là, c'est la phrase absolument indispensable à connaître par cœur. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement. La notion de surveillance, elle est très importante. Ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. Bon je pense qu'il y a quand même beaucoup de médecins qui ne connaissent pas suffisamment le préambule de guide barème et qui devraient faire attention à bien le rédiger dans cette perspective pour que l'enfant puisse atteindre le taux de 80% qui vous donne droit à, à des notifications particulières et puis surtout qui donne des droits aussi aux parents, etc., ou à l'accompagnement dans les transports, etc. Diapo suivante. Alors voilà ce qu'on peut exploiter dans les deux premières parties et auxquelles il faut essayer de bien répondre dans le certificat médical en décrivant soigneusement ce que vous avez repéré chez l'enfant. Au niveau de la conscience de soi, du schéma corporel, la capacité d'orientation dans le temps et l'espace, vous décrivez tout dans les détails. La capacité de discerner les dangers, vous décrivez tout. Capacité générale à manifester de la curiosité et de l'intérêt pour le milieu environnant, vous décrivez tout. Capacité à jouer seul, capacité générale d'acquérir des connaissances et des compétences et de les généraliser. Voilà, quand on sait qu'un enfant autiste a le plus grand mal à généraliser les compétences acquises, voilà, c'est écrit là, donc vous pouvez l'exploiter dans ce cadre-là. Capacité à nouer des relations dans des situations de jeu et d'apprentissage. Il y a beaucoup à dire pour un enfant autiste. La communication, alors là, vaste chantier, il y a énormément à dire pour décrire ce qu'un enfant autiste fait dans le cadre de la communication, surtout ne fait pas. Conduite et actes élémentaires dans la vie quotidienne, capacité générale d'autonomie et de socialisation. Et chaque fois, vous donnez des exemples précis. Chaque fois, vous expliquez, vous exploitez un des items du guide barème, vous mettez bien des exemples précis empruntés à la vie quotidienne de l'enfant pour que ceux qui vont lire après à l'équipe pluridisciplinaire d'évaluation votre demande comprennent exactement la situation de l'enfant et ses difficultés. La compensation du handicap, là encore, il y a énormément de choses à dire, donc je n'ai mis que les principales. Quand vous entrez dans un parcours scolaire, vous devez commencer à remplir, à faire remplir le GEVASCO. Là aussi, c'est un lieu de débat très long et très compliqué entre les familles et les professionnels de l'éducation nationale. Donc ce GEVASCO, c'est une annexe du GEVA, qui est le guide d'évaluation des besoins des personnes handicapées, mais limité à la scolarisation. Donc en fait, c'est pour tous les enfants, y compris ceux qui sont dans un établissement médico-social, qui vont nécessiter une compensation du handicap, des aménagements, un projet personnalisé de scolarisation. Donc, dès qu'on a déposé un dossier auprès de la maison départementale des personnes handicapées, le premier outil incontournable entre l'établissement scolaire et la MDPH, c'est le GEVASCO. Donc, il faut commencer par là. Donc, il en existe deux versions, le GEVASCO première demande et puis le GEVASCO renouvellement, parce que bien sûr, ce n'est pas la même chose, sinon ce ne serait pas drôle. Diapo suivante.
La demande d'AESH, là aussi, ça peut être compliqué. Donc, il y a un texte réglementaire, là encore, qui doit être respecté. Voilà, c'est la loi. L'aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d'élèves. Je n'ai mis que l'aide individuelle, pas l'aide mutualisée, qui requiert une attention soutenue et continue. Donc, si vous demandez une aide individuelle, une AESH individuelle, vous devez prouver que votre enfant requiert une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l'aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Voilà, l'aide, elle est exclusive, hein, elle ne concerne que l'enfant handicapé et l'AESH individuelle ne doit pas répartir ses compétences au même moment entre un autre enfant que celui pour lequel elle a été notifiée. Elle est accordée lorsque l'aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d'accompagnement de l'élève handicapé. Lorsqu'elle accorde une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, c'est comme ça que vous savez que c'est une AESH individuelle, il y a une quotité. Donc 6 heures, 12 heures, 15 heures, 18 heures, 24 heures, 30 heures, hein, ça peut être plus. Vous savez qu'il s'agit d'une AESH individuelle. Les AESH mutualisées n'ont pas de quotité horaire. C'est laissé à l'appréciation du PIAL hein, qui va répartir les AESH. Et donc, à partir du moment où, avec une notification d'AESH mutualisée, bah, vous avez 1 heure pour votre enfant, et ben, c'est réglementaire. Voilà, vous avez une AESH mutualisée. Il n'y a pas de quotité, donc vous ne pouvez pas reprocher à l'éducation nationale de ne pas vous donner 3 heures ou 6 heures, etc. Aucun texte n'interdit d'attribuer une AESH individuelle en ULIS, contrairement à ce que certains disent, pour faire du zèle, surtout à l'éducation nationale. Alors, je comprends bien que si en Ulysse, où il y a potentiellement 10 enfants, que chaque enfant est là avec son AESH, c'est un peu compliqué à gérer. Mais s'il s'agit d'un enfant autiste, l'AESH individuel peut être tout à fait légitime et il n'y a aucun texte de loi qui l'interdit dans une Ulysse. Donc, vous avez le droit de demander et de vous battre pour l'obtenir, puisqu'on ne peut pas vous le refuser réglementairement. La demande d'AEH, là, c'est le mieux fait, c'est sur monparcourshandicap.gouv.fr. Hein, vous avez toutes les démarches à faire pour demander l'AEH et son complément. La durée des notifications, là, vous voyez, quand le taux d'incapacité dépasse 80%, les durées minimales et maximales d'attribution ne sont pas les mêmes. D'où l'utilité d'avoir une notification d'un taux d'incapacité à 80% ou supérieur à 80% parce que c'est quand même plus facile à gérer. Donc c'est 2 ans et 5 ans pour les taux d'incapacité entre 50 et 80%. Et pour les taux d'incapacité supérieurs à 80%, c'est 3 ans et 5 ans. En attendant l'AEH, il est toujours possible de demander le congé de présence parentale et l'allocation journalière de présence parentale. Alors aussi, c'est très compliqué. La législation est très compliquée. Donc, je vous ai mis les textes qui n'est pas compatible hein, avec les PCH, la PCH ou le complément d'AEH. Donc, le congé de présence et l'autorisation d'absence. Hein, donc, c'est un congé sans solde. Et la JPP, bah, c'est la prestation qui vient compenser partiellement cette perte de salaire parce que 64,54 € par jour, ça ne va pas remplacer un salaire au SMIC-ci. Ça va à peu près compenser, mais au-delà, non. Ce ne sera qu'une compensation partielle. Donc, je vous ai mis les textes, en particulier le congé de présence parentale dans la fonction publique, et puis la manière dont on peut faire jouer ce congé de présence parentale. Je passe rapidement là-dessus parce que c'est très compliqué. Mais voilà, ça pourrait faire l'objet de compléments dans le PowerPoint là aussi. On peut demander la PCH enfant, donc il faut être bénéficiaire de l'AEH, ouvrir droit à un complément de l'AEH et répondre aux critères d'éligibilité à la PCH. C'est là que ça se complique. Là, c'est un autre référentiel qui s'appelle l'annexe 2.5 du Code de l'action sociale et des familles, qu'il faut regarder de très près pour voir si on peut rentrer dedans. C'est une demande qui nous est régulièrement faite et chaque fois on répond, regardez si vous rentrez bien dans le cadre de l'annexe 2.5. Donc maintenant, il y a 20 activités dans le référentiel d'accès à la PCH et il faut avoir soit une difficulté absolue pour au moins une des 20 activités, soit une difficulté grave pour au moins 2 des 20 activités du référentiel d'accès à la PCH. Donc le texte réglementaire est au-dessus, je ne l'épluche pas parce que je n'ai pas le temps. Mais c'est sûr que ça mériterait aussi des compléments. Il existe une grille utilisée en MDPH pour la PCH enfant qui est en cours de refonte. Alors cette grille, figurez-vous, elle est en ligne. Quand j'ai dit, mais comment ça se fait qu'elle ne soit pas diffusée, on m'a répondu, elle est publique, elle est en ligne. Donc vous avez le site.
C'est une grille très classique qui privilégie beaucoup le handicap moteur et donc qui n'est pas très adaptée aux enfants autistes et qui surtout n'a pas été refondue après la modification des critères d'éligibilité à la PCH. Donc, elle est en cours de refonte pour cette raison. Donc, elle peut être cumulée, la PCH, hein, avec la JPP et l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, mais pas le complément. Donc, vous avez là aussi les règles bien expliquées sur monparcourshandicap.gouv.fr. On peut utiliser la PCH donc, pour rémunérer une aide à domicile ou pour dédommager un aidant familial. Si on rémunère une aide à domicile, hein, il faut faire attention de bien rentrer dans le cadre des obligations réglementaires des services à la personne. Si on devient employeur, on a l'obligation de se soumettre à ces règles. Donc, depuis le 1er janvier 2023, les personnes atteintes d'une altération de fonction, alors c'est le jargon réglementaire, une altération de fonction psychique, mentale, cognitive, c'est exactement la même chose, il devrait y avoir un seul terme. Dans la CIF, hein, il n'y a que le terme mental, altération de fonction mentale au sens large, c'est-à-dire fonctionnement de l'esprit au sens large. Ou avec des troubles du neurodéveloppement, peuvent plus facilement accéder à la prestation de compensation du handicap et la PCH et du MEN. Donc, on a ajouté une 20e entrée, le soutien à l'autonomie. Donc, on s'est battu pendant 5 ans, surtout avec l'UNAFAM, pour obtenir ce 20e critère, le soutien à l'autonomie. Donc, ça permet de faire valoir, par exemple, les difficultés à maîtriser son comportement, planifier, organiser, entamer, exécuter et gérer le temps d'activité habituel ou inhabituel, effectuer des tâches multiples de la vie quotidienne, être accompagné dans les transports. Là aussi, hein, vous pouvez accéder au texte réglementaire et voir si vous entrez dans ce cadre-là. Pour la carte mobilité inclusion, je vous renvoie sur le site handicap.gouv.fr où les questions que vous vous posez ont une réponse. Sinon, ça mériterait aussi d'être mis dans le PowerPoint, mais je n'avais pas le temps. Pour la rédaction d'un GVASCO première demande, c'est l'équipe éducative hein, qui va commencer à poser le problème hein, en repérant les difficultés d'apprentissage d'un enfant. Donc, vous avez les règles pour le fonctionnement de l'équipe éducative. Je les ai rappelées. Diapo suivante. L'équipe de suivi de la scolarisation, elle est organisée lors du renouvellement du dossier MDPH et elle permet la rédaction donc, du GVASCO renouvellement. Là encore, vous avez un texte réglementaire, l'article D351-10 donc, du Code de l'éducation, qui vous explique, hein, nécessairement, il doit y avoir l'élève ou ses parents ou son représentant légal, ainsi que l'enseignant référent de l'élève. Donc, si les parents ne sont pas présents, il ne peut pas y avoir d'équipe de suivi de la scolarisation. C'est pour répondre aux questions que parfois les familles nous posent. Voilà, il y a une équipe de suivi de la scolarisation qui s'est réunie sans moi. Ben, elle n'est pas valable, tout simplement. Voilà, c'est nul et non avenu, puisque ça ne respecte pas la loi. Diapo suivante. Donc, l'équipe de suivi de la scolarisation peut utiliser toutes sortes d'expertises. Le psychologue de l'éducation nationale, il est membre de droit hein, du médecin de l'éducation nationale, mais aussi les professionnels de santé qui suivent l'enfant, que vous avez le droit, bien sûr, d'inviter à l'équipe de suivi de la scolarisation. Le projet personnalisé de scolarisation, lui, il doit définir tout ce qui peut être mis en œuvre pour le déroulement de la scolarité, donc à la fois les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales, paramédicales, etc. Donc, il est rédigé conformément à un modèle que vous trouvez en ligne. Alors, c'est des modèles qui sont déclinés par cycle. Donc, il y en a un pour la maternelle, il y en a un pour l'école élémentaire, il y en a un pour le collège, il y en a un pour le lycée. Donc, c'est plutôt bien fait, je dois dire. Vous y trouvez la totalité des éléments auxquels vous devez penser, que vous devez mettre dans le PPS pour être sûr de demander tout ce qui pourra servir à votre enfant dans le cadre de son parcours de scolarité. Donc, épluchez bien tous ces documents officiels pour faire votre demande après, pour que le projet personnalisé de scolarisation corresponde exactement à ce qui est utile à l'enfant. L'équipe pluridisciplinaire d'évaluation, donc c'est celle qui évalue la situation de l'enfant. Donc tout ce que vous pouvez demander à l'intérieur, hein, c'est l'orientation scolaire, les matériels pédagogiques, les mesures d'accompagnement, l'aménagement de la scolarité, la présence d'un professionnel en classe.
Voilà, c'est la seule possibilité que vous ayez de demander à ce qu'un éducateur, par exemple, ou un psychologue vienne en classe. Ce n'est pas garanti que vous l'obteniez, parce qu'il y a toujours un vieux texte qui permet au directeur d'école, par exemple, d'accepter ou non quelqu'un d'extérieur à la classe. C'est lui qui en décide. Mais si vous voulez que ça soit possible, de toute manière, il faut le mettre dans le PPS parce que c'est le seul document opposable, encore une fois, sur le plan juridique. Des contentieux avec la MDPH, je vais terminer avec ça. Donc tout le monde connaît le fameux rapport. Alors c'est la loi. Vous devez commencer par faire un recours administratif préalable obligatoire, dit rapport, quand la décision de la MDPH ne convient pas. Donc n'hésitez pas à faire un rapport chaque fois que vous estimez que ce que vous avez demandé n'a pas été respecté et que les besoins de votre enfant ne sont pas couverts par les notifications qui vous sont proposées et qui ne reprennent pas la totalité des éléments que vous avez pris la peine de mettre dans le dossier que vous avez rempli. Le délai réglementaire pour traiter un dossier à l'MDPH est de 4 mois. Si vous allez en ligne sur le site de la CNSA, vous verrez qu'il y a des MDPH qui arrivent à traiter les dossiers pour les enfants en moins de 2 mois et d'autres qui mettent 9 mois, 12 mois, c'est-à-dire beaucoup. Donc, on peut faire un rapport pour refus implicite au bout de 4 mois si on ne voit rien venir. La MDPH a 2 mois pour répondre au rapport. En cas de refus, vous pouvez saisir le tribunal judiciaire. Vous avez toujours l'adresse sur votre notification, c'est la loi. Et la dernière diapo, c'est justement sur le tribunal judiciaire, le pôle social du tribunal judiciaire. Elle est passée à la trappe, celle-là. Ah ben oui. Ah oui, tout était passé sur 2 slides. Ah, Ah zut. oui, il manque Les la aléas dernière. Bon, ben, les c'est pas aléas grave, on du la direct. remettra dans le PowerPoint qui sera mis en Voilà. ligne. Merci beaucoup, Daniel, pour cette présentation très, très complète. On va passer aux questions. Vous avez été nombreux et nombreuses à poser plein de questions, donc on va tâcher d'y répondre. On ne pourra pas répondre à toutes, mais on va tâcher d'y répondre au maximum. Alors, Daniel, j'ai une première question. Quel recours possible quand une notification d'orientation vers un service médico-social de la MDPH est obtenue depuis 2 voire 3 ans et toujours pas de place à ce jour? La MDPH indique de se tourner vers l'établissement, qui de son côté indique que c'est à la MDPH de déterminer les rangs de priorité de l'enfant. À cette interrogation, la MDPH se défend d'avoir une telle organisation. Est-ce que vous auriez une réponse, s'il vous plaît? La MDPH a raison, elle n'est pas là pour gérer les listes d'attente. En revanche, la MDPH, sa fonction, c'est de faire remonter les besoins. Donc, toutes les listes d'attente qu'elle voit passer à travers les orientations dont elle sait pertinemment qu'elles ne sont pas suivies des faits devraient être remontées systématiquement pour qu'après on puisse en déduire qu'il manque tant de places en CESAT, tant de places en IME, etc. Or, ce travail est rarement fait. Il y a des MDPH qui le font, en particulier celle des Yvelines, qui a fait ce repérage très précis, y compris même par type de trouble. Donc, il n'y a pas vraiment de réponse à la question. Dans ces cas-là, la seule chose qu'on puisse faire, c'est un recours contre l'État, un recours indemnitaire contre l'État. Parce que vous pouvez accuser l'État de ne pas avoir mis en œuvre les moyens nécessaires à la réponse aux besoins de votre enfant. Article L246.1 du Code de l'action sociale et des familles, il sert à ça. Et donc, vous faites valoir que votre enfant n'a pas de réponse aux besoins qui sont les siens et que donc la loi, elle est explicitement violée. Il faut prendre un avocat de préférence parce que c'est un peu complexe quand même. En règle générale, on gagne tout le temps. Parce que si vous n'avez pas d'IME, pas de place en IME, pas de place en CESAD, voilà, c'est un constat que ne peut pas nier l'État. Simplement, l'État vous indemnise. Il ne va pas ouvrir de place. Donc, c'est la limite du recours indemnitaire contre l'État. Voilà, vous obtiendrez une indemnisation, souvent assez symbolique. Quand on obtient 30 000 euros pour 3 mois d'errance, c'est pas cher payé quand même, hein, surtout par rapport au coût d'une place en IME ou d'une place en CESAD. Et surtout, au bout, vous n'aurez toujours pas de place en IME ou en CESAD. Ceux qui les obtiennent, c'est ceux qui montent sur les grues ou qui font beaucoup de bruit ou qui ont fait demander un PAG, un plan d'action global, hein, quand il n'y a aucune espèce de solution et que la famille est au bout du rouleau. Donc parfois, on obtient par ce biais-là
une aide complémentaire ou une espèce de vague priorité, mais bon, sans plus. Donc, les listes d'attente sont gérées par les établissements, dont je rappelle que ce ne sont pas un service public. Ce sont des établissements gérés par des associations privées, voilà, qui s'organisent elles-mêmes, qui ont l'obligation de répondre par rapport à la notification, mais quand il n'y a pas de place, ben, il n'y a pas de place, elles ne peuvent pas les inventer ni les créer, puisqu'elles dépendent de l'argent que l'Agence régionale de santé leur donne. Et l'Agence régionale de santé, elle dépend de l'argent que la CNSA attribue de manière officielle aux établissements et services. Merci beaucoup. Une seconde question, comment savoir comment doit être calculé légalement le temps attribué d'aide humaine pour la PCH? Alors, si c'est pour la PCH, pour les nouveaux critères d'éligibilité, le maximum soutien à l'autonomie, c'est 3 heures, qui peuvent être capitalisées sur 12 mois. C'est 3 heures. La grosse difficulté, c'est que beaucoup de MDPH n'ont toujours pas compris que c'était un critère d'éligibilité supplémentaire, le soutien à l'autonomie, et n'ont toujours pas compris ce que ça regroupait. Par exemple, vous avez vu que dans la description, il y a ce qu'on appelle les difficultés de fonction exécutive, par exemple, planifier son travail, voilà, des choses qui sont, dont on voit les dégâts après dans la scolarisation, hein, quand l'enfant est en difficulté. Je pense que les fonctions exécutives ne sont pas connues de l'équipe pluridisciplinaire d'évaluation, malgré nos efforts, parce qu'il y a eu des webinaires faits par les associations de sensibilisation des MDPH à ces nouveaux critères d'éligibilité à la MDPH. Mais bon, visiblement, ça n'a pas suffi. Donc, il faudrait recommencer et ajouter aussi un certain nombre de diapos à ce PowerPoint pour préciser ce que vous pouvez demander dans ce cadre-là, à concurrence de 3 heures par jour, donc ce qui peut être significatif, mais je n'ai encore pas vu passer d'enfants ou d'adolescents autistes ou de jeunes adultes autistes qui aient obtenu 3 heures au titre du soutien à l'autonomie. Hmm, merci. Une question sur les médecins. Où trouver un médecin en capacité d'effectuer une consultation annuelle de suivi et de coordination de la prise en charge du TSA si le nôtre ne se sent pas en capacité de le faire? C'est une excellente question. Je n'ai aucune espèce de réponse. C'est vrai que dans le cadre des recommandations de bonne pratique, c'est quand même ce qui est régulièrement demandé, qu'il y ait une coordination et que cette coordination soit éventuellement faite par un médecin. Après, elle peut aussi être faite par, je ne sais pas moi, l'orthophoniste, mais encore faudrait-il que l'orthophoniste accepte cette mission supplémentaire, alors que tout le monde sait que les orthophonistes sont aussi débordés que les médecins. Donc voilà, c'est un vœu pieux. Cette consultation qui existe, bah, c'est bien, c'est un acquis d'une certaine manière, mais je ne sais pas comment faire pour la mettre en œuvre, compte tenu que les médecins formés aux troubles du spectre de l'autisme et plus généralement aux troubles du développement Hmm, sont quand même denrées rares. Alors, il commence à y en avoir dans les maisons de santé, les maisons pluridisciplinaires de santé. Ça commence à se développer. Elles commencent à s'intéresser aux troubles du neurodéveloppement et à voir comment organiser des équipes pluridisciplinaires, donc avec plusieurs professionnels concernés. Voilà, il y a une ébauche en ce sens. Mais on est très très loin de pouvoir solliciter son médecin de famille pour qu'il devienne référent TSA. Il peut le faire, hein. Il lui suffirait de faire une formation complémentaire, de demander une formation dans le cadre de son droit obligatoire à la formation, hein. Il doit demander une formation continue régulièrement. Il peut le faire, hein. Mais encore faut-il qu'il trouve le temps. merci. Quand l'enfant a déjà une ALD pour une autre pathologie, en l'occurrence épilepsie, y a-t-il un intérêt à demander l'ALD autisme? Alors, encore une fois, il n'y a pas d'ALD autisme, hein. Il n'y a que l'ALD affection psychiatrique de longue durée, dans le cas où on peut faire rentrer, dans le cas où on peut faire rentrer l'autisme, et encore sous une forme pas très canonique. L'autisme infantile, ça commence vraiment à devenir insupportable quand même de voir ça. Faut voir l'ALD, l'usage qu'on peut en faire. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir mobiliser des médecins spécialistes, mais s'ils vous demandent un supplément, vous ne pourrez pas le faire valoir dans le cadre de l'ALD. Donc, il faut voir à quoi ça peut servir dans le champ de l'autisme, à part ne pas avancer les frais de l'orthophoniste et avoir la prise en charge des frais de déplacement pour aller chez l'orthophoniste et en revenir.
Honnêtement, ça ne sert pas à grand-chose. Pour aller éventuellement chez le pédiatre aussi, s'il y a des frais de transport, voilà, ça peut servir à ça. Donc, il faut voir ce qui est le plus judicieux. Si déjà c'est tout pris en compte dans le cadre de l'épilepsie et que dans le cadre de l'autisme, il n'y a pas grand-chose à ajouter, enfin, si, il y a peut-être l'orthophonie. Ça vaut peut-être la peine pour l'orthophonie de le faire. Ça dépend des besoins de l'enfant, en fait. Il faut regarder de près ce dont il a besoin et quels sont les frais qui vont être engagés par la famille au titre des professionnels dont les enfants ont besoin pour leur parcours. Alors, il y a plusieurs questions autour des avocats. Plusieurs questions sur est-ce que vous connaîtriez ou conseilleriez des avocats pour les recours auprès de la MDPH? Alors, nous n'avons pas le droit, nous, en tant qu'association, de dire que tel avocat. Ceux qui le font, c'est sur le groupe Info Droit Handicap, parce que c'est un groupe privé. Voilà, il y a des avocats partenaires. Euh, Sinon, les familles savent plus ou moins chercher l'avocat qui peut convenir. Le problème, c'est qu'il faut trouver un avocat spécialisé dans le droit du handicap et que c'est plutôt rare. C'est plutôt rare et ça n'est pas porteur. Parce que c'est pas avec ça que les avocats se font beaucoup d'argent. Compte tenu de la lourdeur des dossiers à instruire, des textes réglementaires qu'il faut connaître, éplucher. Voilà, c'est vraiment très compliqué. Les avocats qui se spécialisent dans le droit du handicap, moi je leur tiens mon chapeau, parce que c'est quand même une tâche très spécifique, monumentale. Voilà, ils sont pas très nombreux et quand vous regardez sur les sites des avocats, ils le mettent hein, quand ils sont spécialisés dans le droit du handicap, mais vous n'allez pas en trouver beaucoup. Donc, parfois, on les donne en privé hein, si vous contactez Autisme France, on peut vous donner les avocats que nous connaissons et dont nous savons qu'ils sont spécialisés dans le droit du handicap. Ça ne vous garantit pas que l'avocat en question, il gagnera votre rapport hein, ou votre recours indemnitaire contre l'État. Hein. Merci. Alors, une question autour de l'école. Est-ce que lors de l'ESS d'un enfant, la directrice a le droit de décider du nombre d'heures d'accueil en maternelle? Ben Sinon, quels non, sont les recours? c'est une question qu'on nous pose régulièrement. L'école n'a pas à décider du nombre d'heures où l'enfant a le droit de venir à l'école, avec ou sans AESH. Si l'enfant va à l'école à mi-temps, par exemple, il faut que ce soit inscrit dans le PPS et que ce soit une demande de la famille, sinon c'est parfaitement illégal. Donc beaucoup d'écoles jouent là-dessus en faisant pression sur les familles. Ben, vous vous rendez compte, c'est bien trop compliqué, il est en souffrance, on ne peut pas, l'enseignante est en difficulté. Enfin bon, la liste est longue hein, des moyens de pression utilisés par les écoles pour faire que certains enfants n'aient que 2 ou 3 heures par semaine. Voilà, c'est fréquent. Ben, c'est totalement illégal, absolument illégal. Donc, si c'est le choix de la famille, ça peut être un choix aussi, hein, une organisation particulière. Enfin, bon, c'est toujours la famille qui décide, hein, ce n'est pas l'école. Ça doit être inscrit dans le PPS. D'ailleurs, si la famille ne le fait pas et qu'elle met l'enfant à mi-temps, par exemple, parce que finalement c'est mieux pour l'enfant, ça peut être tout à fait le cas, hein, compte tenu de sa fatigabilité, par exemple. Si elle ne le fait pas, l'inscrire dans le PPS, que l'école s'en accommode parce que ça l'arrange, même la famille ne respecte pas la loi parce que l'enfant il doit être scolarisé à plein temps, sauf preuve du contraire. Voilà, ça n'est pas réglementaire, même si l'école s'en accommode. Si ça n'a pas été fait dans le cadre du PPS, ce n'est pas réglementaire. De même, refuser un enfant parce qu'il n'a pas d'AESH, ce n'est pas réglementaire non plus, Voilà. sauf si c'est inscrit dans le PPS, que Mm. l'enfant il sera accueilli, par exemple, 12 heures par semaine avec une AESH. On peut faire inscrire cette disposition dans le PPS, auquel cas elle devient opposable. Si ça n'est pas écrit dans le PPS, eh bien, ça n'est pas opposable, ça n'est pas réglementaire et c'est donc totalement illégal. Une question autour des ESS. Que faire si l'enseignante référente refuse l'ESS annuel? Bah, elle n'a pas à refuser. Il doit y avoir c'est la loi. C'est inscrit dans le texte du Code de l'éducation que j'ai mis dans le PowerPoint. Donc la loi, c'est la loi. Elle s'applique à tous, hein, y compris l'enseignant référent. Il n'a pas à refuser quelque chose qui est réglementaire. À ce moment-là, il faut saisir la direction académique hein,
de l'éducation nationale, hein, faire remonter cette difficulté. Je veux dire, un enseignant référent n'a pas à faire la loi, il a à la faire respecter, ce qui n'est pas la même chose. Merci. Une question autour de la PCH. L'indemnisation de la PCH doit-elle aussi couvrir la perte potentielle de revenus à la suite d'un changement d'activité professionnelle pour pouvoir s'occuper de son enfant? Non, ce n'est pas le but de la PCH. C'est une prestation de compensation pour l'enfant par rapport aux besoins de l'enfant. Donc, ce qui est pris en compte, c'est la situation d'aidant familial, donc qui est rémunéré, hein, mais de manière très peu dérisoire. 4,69 € de l'heure, hein, quand on est aidant familial, c'est pas beaucoup. 7,02 € si on a dû partiellement ou totalement abandonner son travail, c'est pas beaucoup non plus, mais ça a le mérite de ne pas être imposable, en tout cas, parce que ça l'a été à un moment, ça n'est pas imposable. Donc là où on peut faire le mieux, reconnaître le fait qu'on ne peut pas travailler totalement ou qu'on ne peut plus travailler du tout, c'est dans le cadre de l'AEH, des compléments d'AEH. Le cinquième et le sixième complément, hein, justement, sont dédiés aux familles, hein, pour lesquelles bah, tout travail est devenu impossible parce que les soins et l'accompagnement à donner à l'enfant sont devenus tellement chronophages que cela ne laisse plus de place pour le parent euh, qui fait reconnaître ce besoin de travailler, même pas à un mi-temps, parce que même comme ça, ce serait encore trop compliqué à organiser. Merci. Une demande d'éclaircissement sur les démarches à effectuer pour inscrire son enfant dans une UMA. Ah, les UMA, c'est encore tout un poème. Alors, c'est une demande qui doit passer par la MDPH, donc il faut faire une demande à la MDPH parce que les UMA, c'est un dispositif de l'éducation nationale, mais mixte, qui repose sur une très large part sur un service médico-social, un établissement ou un service médico-social. Il y a des UMA rattachés à des IME, un tiers à peu près, et puis deux tiers qui sont rattachés à un CESAD. Donc, on est obligé de passer pour la MDPH pour avoir une notification UEMA. Après, les critères pour y accéder sont assez flous. Normalement, il faut avoir un diagnostic d'autisme, mais compte tenu qu'on entre dans une UEMA à 3 ans, faut-il encore qu'à 3 ans, on ait un diagnostic d'autisme posé? Et ce n'est pas forcément le cas. Donc, c'est là que les difficultés peuvent être grandes. Normalement, les centres de ressources autisme qui continuent encore pour certains à faire des diagnostics précoces, parce que souvent les diagnostics précoces ne sont faits nulle part, participent à l'espèce d'équipe, hein, qui doit définir qui peut entrer dans une UEMA. Mais franchement, c'est opaque, comme beaucoup de familles le soulignent, et enfin, c'est peu acceptable, hein, cette absence de transparence sur les critères d'entrée en UEMA. Il y a un cahier des charges des UEMA qui est quand même extrêmement clair, mais qui n'est pas respecté. Les UEMA, normalement, sont ouvertes aux enfants qui, même avec une AESH à l'école maternelle, hein, ne pourraient pas aller à l'école dans des conditions satisfaisantes parce qu'ils ne peuvent pas rester assis 2 minutes et que leurs capacités d'attention sont extrêmement réduites, hein, pour ne pas dire absentes. Donc, il s'agit d'enfants avec des troubles très sévères. Seuls ceux-là devraient entrer en UEMA. Or, ce qu'on voit, c'est que bah, il y en a, mais à côté, on en met avec des problématiques plus légères, voilà, parce que c'est plus facile à gérer, hein, pour l'établissement ou le service médico-social. Ben, c'est franchement indécent parce que c'est du dévoiement, quoi. Je veux dire, c'est pas. On s'est battu, nous, pour avoir des UEMA avec un cahier des charges. C'est quand même pas pour qu'au bout, on y mette des enfants qui ont des compétences cognitives et qui pourraient très bien aller en milieu ordinaire avec un soutien, en particulier le soutien d'une AESH. Ben après, je me mets à la place des parents. Je veux dire, les AESH sont rarement formés à l'autisme. Et c'est vrai que si l'enfant à 3 ans a des difficultés, hein, réelles, hein, même si on voit que par ailleurs il a des compétences, je me mets à la place de la famille, hein, qui se dit que l'enfant sera quand même nettement mieux accompagné par une équipe pluridisciplinaire en UEMA, où on peut trouver un orthophoniste, un éducateur, un psychologue, un psychomotricien. Voilà, enfin, c'est quand même un service exceptionnel, hein, quand on y réfléchit, avec une scolarisation 24 heures. Hein,
c'est énorme hein, comme avancée. Je me mets un peu à la place des familles. Mais bon, si le système fonctionnait correctement, les enfants qui ont des compétences cognitives mais des difficultés à côté, ils devraient avoir une autre réponse qui n'existe pas vraiment. Voilà, parce que ça retombe sur le nez des familles hein, qui doivent trouver les professionnels compétents, les coordonner, aller mendier à la MDPH pour qu'ils soient financés dans le cadre de l'AEH. Je reconnais en me mettant à la place des familles que franchement, c'est pas très confortable. Donc, ça explique pourquoi dans les UMA, il n'y a pas forcément que des enfants autistes avec des troubles très sévères, alors qu'il ne devrait y avoir que cela. Merci. Comment s'y retrouver sur les aménagements dispensés, les incapacités pour les épreuves de sport au bac? Qui peut nous aider? Alors, déjà dans le cadre du PPS, il faut prendre le document officiel, hein, Éducation nationale, qui correspond au niveau. Donc, on peut demander dans le cadre du PPS déjà des aménagements. À la fin, je crois, c'est par matière. Alors, par exemple, EPS, voilà ce qui peut être demandé. Accepter des temps de repos plus fréquents, adapter les critères d'évaluation, diversifier les situations motrices, proposer des ateliers, autoriser des règles différenciées, différencier partenaires et adversaires dans les sports collectifs, etc. Donc déjà, il faut s'assurer que dans le cadre du PPS, on a déjà balisé le parcours qui mènera après aux demandes d'aménagement éventuelles pour le diplôme du brevet ou le bac pour que ces aménagements qui auront déjà eu lieu dans le cadre du PPS soient pris en compte tout au long du parcours de l'enfant et jusqu'à la fin, c'est-à-dire au moment des examens. Après, il faut s'en remettre hein, au document dont je vous ai mis les liens qui expliquent hein, matière par matière ce qu'on peut demander comme aménagement, ce qu'il est possible de demander, parce que tout n'est pas possible. Mais si vous l'articulez avec un PPS qui a été dès le départ, par rapport hein, à l'EPS, mais hein, toutes les matières sont citées hein, dans les documents officiels des PPS, mais comme il y a une entrée EPS, il ne faut pas la louper. Dès le départ, il faut l'utiliser. C'est plus facile après de faire valoir des demandes d'aménagement en EPS. C'est déjà, on a construit le parcours de l'enfant en explicitant les besoins propres à cette matière. Merci. Est-ce que lors de l'ESS de l'enfant, la directrice a le droit de décider du nombre d'heures? Non, pardon, je vous l'ai déjà posé, excusez-moi. Oui, c'est illégal. Oui, je raccroche les C'est wagons. toujours illégal. On n'a pas changé C'est d'avis. toujours illégal en plus. Voilà. Est-ce que l'école a le droit de faire des préconisations d'orientation et que ce soit inscrit dans le GEVASCO alors que les parents ne souhaitent pas cette orientation? Bah, l'école a toujours le droit de mettre dans le GEVASCO première demande ou renouvellement, ce qui lui paraît pertinent hein, par rapport à ce qu'elle a pu remarquer dans le cadre du parcours scolaire. Mais les parents, ils ont le droit de commenter le GEVASCO. Et donc, ils peuvent envoyer à la MDPH hein, leurs commentaires du GEVASCO en s'opposant à ce qui est dit. Alors, c'est très compliqué à gérer parce que, par exemple, s'il y a des commentaires un peu négatifs sur l'enfant, euh, ce qui est une manière de dire pas forcément très à droite, que l'enfant, il a besoin d'aménagement, qu'il a besoin de soutien éducatif complémentaire, c'est pas forcément contre l'enfant que c'est fait. Faut bien penser à ça. Je veux dire, la MDPH, elle essaye de répondre aux besoins d'enfants qui sont en situation de handicap. Donc, je veux dire, s'ils sont en situation de handicap, c'est qu'ils ont un handicap reconnu, un taux d'incapacité reconnu et qu'ils ont de réelles difficultés. Sinon, on n'entre pas dans le champ du handicap. Donc, les familles parfois sont extrêmement vexées, hein, des commentaires pas forcément très élogieux sur leur gamin. Alors, l'éducation nationale n'est pas connue pour son tact. Donc, ça pourrait être formulé de manière positive, hein, en expliquant ce qu'il serait bienvenu d'ajouter au parcours de l'enfant, hein, ou de proposer comme aide, mais souvent, c'est pas tourné comme ça. C'est très négatif, ou on se permet de dire que l'enfant serait mieux en IME, par exemple. Hein, on peut trouver ça. Bon, bah, je veux dire, réglementairement, c'est la famille qui décide. Donc, je veux dire, si la famille ne veut pas que son enfant aille en IME parce qu'elle estime que sa place est en milieu ordinaire, après tout, c'est la loi et c'est un droit. C'est la famille hein, qui, elle, au bout, décidera de l'orientation de son enfant. Après, souvent, il y a des familles qui finissent par céder hein, et à penser que leur enfant, effectivement, bénéficierait de plus d'attention et de soutien dans un IME qu'à l'école.
parce que l'école ne sait pas faire, alors que la loi de 2005, c'est que l'école doit savoir faire. C'est à l'école de mettre en œuvre toutes les, toutes les réponses aux besoins de l'enfant. C'est écrit dans la loi, dans le Code de l'éducation. Simplement, l'école ne le fait pas. Objectivement, ne veut pas le faire. Objectivement, n'a pas les moyens de le faire. Objectivement, n'a pas les professionnels pour le faire. Voilà, qui ne peut même pas être recruté dans le cadre du Code de l'éducation. Code de l'éducation, voilà, on ne recrute pas d'orthophonistes, hein, d'éducateurs, de psychologues autres que psychologues scolaires. Donc c'est très compliqué à gérer. Mais le parent est toujours décisionnaire. C'est lui qui prendra au bout la décision d'orientation de son enfant. Merci. Une demande de précision sur l'aide aux loisirs à la MDPH. L'aide aux loisirs à la MDPH, alors je ne sais pas trop ce que c'est. Il n'y a pas d'aide aux loisirs à la MDPH. Les entrées à la MDPH sont pas cadrées réglementairement. Je suppose que la famille qui pose la question a dû se heurter à un centre de loisirs qui lui a Probablement. expliqué que voilà, son enfant autiste ne pouvait pas être accepté dans le centre de loisirs parce qu'il n'avait pas de professionnels formés à l'autisme et que les difficultés de comportement de l'enfant rendaient sa place dans le centre de loisirs extrêmement compliquée pour tout le monde. Alors, les centres de loisirs ne sont pas tenus de recruter du professionnel compétent en autisme. Voilà, parce que nous aussi, on a eu ces questions-là. Bah, je réponds toujours la même chose. Bah, non, voilà, contrairement à ce que vous pensez, vous ne pouvez pas obliger un centre de loisirs à recruter un professionnel compétent en autisme pour votre enfant, ben, parce que voilà, ce n'est pas comme ça que fonctionnent les centres de loisirs. En revanche, les centres de loisirs peuvent se rapprocher des caisses d'allocation familiale pour avoir un soutien, une aide financière, hein, pour pouvoir recruter à temps partiel un accompagnateur qui puisse être dédié à un enfant qui a des besoins spécifiques. Les centres de loisirs ne font pas tous cette démarche-là alors qu'elle devrait faire cette démarche, qui ne résout pas tous les problèmes, loin de là, mais qui permettrait quand même hein, d'avoir un coup de pouce financier, puisque souvent c'est l'argument qu'opposent les centres de loisirs, hein, pour dire, voilà, moi, je ne suis pas compétent, donc je ne peux pas faire ce que vous me demandez. C'est la CAF, c'est vers la CAF qu'il faut se retourner pour avoir une aide complémentaire, pour que les centres de loisirs puissent, il y en a qui le font spontanément, hein, et qui d'ailleurs se débrouille plutôt pas trop mal hein, pour certains, pour que l'enfant autiste soit accueilli en centre de loisirs comme les autres. Après, les centres de loisirs doivent quand même veiller à ne pas faire de la discrimination. S'ils refusent l'enfant au motif de son handicap et qu'ils l'écrivent noir sur blanc, c'est quand même une discrimination. Mais on ne peut pas obliger un centre de loisirs à recruter un professionnel rien que pour l'enfant. Il n'a pas les moyens de le faire, pas les moyens financiers de le faire. Et ce n'est pas une obligation de saisir la CAF pour se faire aider. C'est une possibilité. Merci. Une question sur beaucoup de questions sur la scolarisation, sur les ESS en particulier. Les parents, alors si en raison de la fatigabilité de l'enfant, les parents demandent un aménagement des horaires, suppression d'une ou 2 heures par exemple pour alléger un emploi du temps, la direction de l'école peut-elle s'y opposer au motif que la scolarisation à temps plein est une obligation? Alors, effectivement, la scolarisation à temps plein est obligatoire, sauf preuve du contraire. Donc, quand on veut des aménagements spécifiques, il faut les mettre dans le PPS. Dans le cas de ce qu'on peut demander dans le PPS, il y a les aménagements d'horaire. Donc, si pour des raisons de fatigabilité ou parce que l'enfant il va ailleurs pour un soutien éducatif dont il a besoin, qu'il ne peut pas être à l'école, voilà. Tous ces aménagements-là, quel qu'en soit le motif, doivent figurer dans le PPS. Sinon, ils ne sont pas opposables. Et l'éducation nationale peut effectivement dire que la loi, c'est la scolarisation à temps plein. Les parents l'utilisent bien dans l'autre sens, en disant vous n'acceptez pas mon enfant à temps plein, c'est honteux parce que la loi, c'est à temps plein. Donc voilà, il faut que la loi elle doit être respectée par chacun. Et si on veut faire autrement pour des raisons tout à fait légitimes, il faut que ce soit inscrit dans le PPS. Une question sur les GEVASCO en IME. Pourquoi les GEVASCO ne sont pas mis en place quand l'enfant est en IME alors qu'il continue une scolarité moindre mais toujours scolarisé? Excellente question. Il faudrait la poser aux associations gestionnaires d'IME
Voilà, c'est un gros point noir. La scolarisation en IME, franchement, ça ne va pas. Elle est très pauvre, parfois réduite à 2 heures par semaine. Donc, je veux dire, on n'est pas dans ce qu'on est en droit d'attendre d'une scolarisation, même si elle doit être adaptée. Enfin, c'est lamentable, c'est un problème en soi. Il va y avoir une mission IGAS hein, qui démarre sur les IME. Donc, ça, un des gros points noirs euh, à dire dans le cadre des auditions qui vont être menées, hein, c'est justement hein, le fait que la scolarisation reste aléatoire. Alors que par ailleurs, hein, on peut toucher l'allocation de rentrée scolaire si l'enfant il est en IME parce que c'est considéré comme un établissement d'éducation comme un autre. Donc, enfin voilà, ça ne va pas quoi. Et parfois, il y a des enfants autistes qui ont zéro scolarisation. De même, quand il y a un enseignant, il est souvent là pour 25 élèves, 30 élèves. C'est pareil, ça ne va pas, ça. Quand on regarde une UEMA, il y a 7 enfants. Donc l'éducation nationale scolarise avec le soutien médico-social, certes, mais 7 enfants et pas plus. Donc si on se retrouve en IME avec une scolarisation à 20, parfois à 30, bah, c'est indigne, quoi. Hein. Ça ne peut pas répondre aux besoins de scolarisation d'un enfant, même si cette scolarisation, elle va être limitée par l'ensemble des difficultés de l'enfant, par exemple un trouble du développement intellectuel très sévère, une épilepsie associée, etc. Bon, il peut y avoir des enfants avec des troubles très sévères en IME. Pour autant, ils doivent avoir une forme de scolarisation adaptée et qui soit le plus individualisée possible. La réalité, c'est que dans les IME, sauf exception, il y a des contre-exemples hein, qui arrivent à se débrouiller mieux. Euh, la réalité, c'est que ce n'est absolument pas mis en œuvre. À la décharge des IME, souvent, il y en a qui demandent hein, des enseignants et qui ne les obtiennent pas. Donc, c'est très compliqué. Je ne jette pas la pierre. Je dis simplement que le système ne fonctionne pas et que c'est pas normal hein, qu'il y ait deux systèmes comme ça, voilà, séparés. Et quand on va en IME, on peut avoir une prise en charge éducative de bon niveau. C'est pas le cas partout, mais il y en a qui font bien leur boulot. Voilà, qu'on ne pourrait pas obtenir à l'éducation nationale. Mais si c'est au détriment de la scolarisation, c'est quand même triste. Merci. On va prendre encore une ou deux questions et puis après on va devoir conclure. Vers qui se tourner lorsque la MDPH met près de 12 mois pour répondre à une demande et qu'un rapport a été effectué sans retour? Ben, tribunal judiciaire. Pas de réponse du rapport au bout de 2 mois, c'est tribunal judiciaire. Il n'y a pas tellement d'autres solutions, à part protester auprès de la CNSA si on arrive à les joindre pour leur faire remarquer, parce que le problème des MDPH, c'est qu'elles n'ont pas de supérieur hiérarchique. Il n'y a pas de. Enfin, je ne sais pas comment dire. Elles rendent des comptes au GIP MDPH, hein, qui est piloté par le département, mais voilà, il n'y a pas de supérieur hiérarchique au MDPH. Donc, quand il y en a qui dysfonctionnent, c'est très compliqué de dire que ça ne va pas. Le premier réflexe, c'est de saisir le président du conseil départemental. Je veux dire, c'est lui qui est responsable de la MDPH. Donc, je veux dire, si la MDPH ne fait pas son travail, on peut saisir le conseil départemental hein, et puis si on a fait un rapport et qu'on n'a pas de réponse, ben, on va au tribunal judiciaire parce que c'est pas normal qu'on laisse comme ça sans réponse des familles. Après, il faut vérifier où est le dossier, hein, si c'est pas perdu. Il y a des MDPH qui perdent des dossiers. Merci. Bon, on va prendre une toute dernière question. Peut-on faire une demande de rectification suite à une ESS et si oui, comment? Oui, parce que à la suite de l'ESS, donc il va y avoir alors soit un GEVASCO première demande, soit un GEVASCO renouvellement, et la famille peut compléter les informations, voire les rectifier si elle estime que ces informations sont fausses. Là encore, en faisant très attention, voilà, parce que si vous voulez donner une image extrêmement positive de votre enfant, il ne va pas rentrer dans le champ du handicap. Donc, il faut faire très attention à ce qu'on dit et bien choisir les angles d'attaque qui permettent la compensation des besoins de l'enfant. Tout ce que vous pouvez demander, vous, après, que vous allez pouvoir mettre dans le PPS. Mais si ce qui a été dit dans le GEVASCO ne correspond absolument pas à ce que vous avez entendu au cours de l'équipe de suivi de scolarisation, vous avez parfaitement le droit de laisser des commentaires et de les envoyer à la MDPH pour complément et rectification de ce qui a été dit. À la charge après de l'équipe pluridisciplinaire d'évaluation, de faire le tri, mais aussi par rapport aux documents que vous aurez envoyés, vous, dans le cadre de vos demandes de notification MDPH,
hein, et de voir où sont les véritables besoins de l'enfant. Ils ont l'habitude aussi, dans les équipes pluridisciplinaires d'évaluation, il faut la part des choses. Merci beaucoup, Daniel. On va conclure. Il nous reste 5 petites minutes. Donc voilà, je vous remercie tous et toutes pour votre présence. On espère que vous avez pu avoir des réponses à vos questions. On a eu énormément de questions. Donc voilà, on va s'assurer avec Daniel de faire un suivi au maximum sur les prochains jours. N'hésitez pas à envoyer vos questions sur mon adresse mail qui figure sur le mail envoyé sur Zoom. Donc n comme nathalie.bonnet@gncra.fr. Voilà. Le replay du webinaire sera disponible sur le site du campus. Donc, vous avez le QR code qui est affiché sur l'écran campus du GNCRA et nous mettrons également le support que Daniel Langlois va pouvoir voilà, ajouter des éléments comme on a vu en début de séance voilà, sur ce support qui sera disponible également sur campus d'ici quelques jours. Vous avez été nombreux également à poser des questions sur les droits et démarches pour les adultes TSA. Nous avons vu avec Daniel qui nous fait le plaisir d'animer un prochain webinaire le 21 janvier. Donc, prenez note de cette future date. Donc, prochain webinaire du GNCRA le 21 janvier sur le même créneau horaire de 13 heures à 14 h 30. Et nous ne manquerons pas de communiquer sur nos réseaux sociaux. Voilà. Nous restons disponibles au maximum. Je vous remercie encore une nouvelle fois, Daniel, pour votre présence aujourd'hui et pour tout ce travail. Et puis, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée.